Mars 1940. La Grande-Bretagne est lentement étranglée. Non pas par des bombes tombant sur Londres, non pas par des chars roulant à travers la campagne, mais par quelque chose de bien plus insidieux. La disparition silencieuse de navires dans les eaux froides et sombres de l'océan Atlantique. Chaque semaine, un autre convoi part des ports nord-américains chargés de nourriture, de carburant, de médicaments et de matières premières. Et chaque semaine, moins de navires reviennent. Les chiffres racontent une histoire terrifiante. Au cours des 4 premiers mois de 1940 seulement, les sous-marins allemands envoient donc plus de 250 navires, alliés au fond de l'Atlantique. Ce ne sont pas seulement des statistiques sur une carte navale, ce sont des milliers de tonnes de nourriture qui ne parviendront jamais aux tables britanniques. Du carburant qui ne propulsera jamais les usines britanniques et des marins qui ne reverront jamais leur foyer. La Grande-Bretagne importe environ 55 millions de tonnes de fournitures chaque année juste pour survivre. La nation insulaire ne produit que environ 30% de sa propre nourriture. Sans ces convois, le pays fait face à la famine en quelques mois. L'amiral Karl Dönitz, commandant de la flotte de sous-marins allemands, c'est exactement ce qu'il fait. Il a perfectionné la tactique de la meute de loups. Des groupes de sous-marins chassant ensemble, coordonnant leurs attaques, submergent les escortes de convois. Ces sous-marins ne combattent pas loyalement. Ils frappent la nuit, faisant surface pour attaquer dans l'obscurité, où le sonar ASDIC britannique ne peut pas les détecter. Une seule torpille peut couler un cargo de 10 000 tonnes en quelques minutes. L'équipage, s'il a de la chance, pourrait avoir le temps d'abandonner le navire, avant que les eaux glaciales de l'Atlantique ne les réclament. Les commodores de convois britanniques font face à des choix impossibles à chaque voyage. Naviguer plus vite et laisser les navires marchands plus lents derrière. Zigzaguer pour éviter les torpilles, mais brûler du carburant précieux. Rester ensemble pour la protection, mais présenter une cible plus grande. Chaque décision pourrait signifier la vie ou la mort pour des centaines d'hommes. Winston Churchill, qui devient Premier ministre en mai 1940, écrira plus tard que le péril des sous-marins était la seule chose qui m'ait vraiment effrayé pendant la guerre. Réfléchissez à cela un moment. C'est un homme confronté à l'invasion nazie, au Blitz, à la chute de la France, et ce qui le tient éveillé la nuit, ce sont les chasseurs silencieux qui rôdent sous les vagues. Au printemps 1940, la flotte marchande britannique meurt plus vite que les chantiers navals ne peuvent la remplacer. La Royal Navy est étirée de manière impossible, essayant d'escorter les convois, de chasser et de défendre la patrie simultanément. Les capitaines de destroyers font fonctionner leurs navires à la limite, se précipitant d'un convoi à l'autre. Jamais assez d'escorte pour tout le monde. Certains convois traversent avec seulement 1 ou 2 navires de guerre, protégeant 30 ou 40 navires marchands. Et voici ce qui rend les choses pires. Les sous-mariniers allemands deviennent plus audacieux. Ils opèrent maintenant en groupe, partageant des renseignements, appelant leurs compagnons de meute quand ils repèrent un convoi. Un sous-marin suivrait les navires marchands pendant la journée, envoyant par radio des rapports de position. Puis au coucher du soleil, 5 ou 6 sous-marins convergeraient pour un massacre coordonné. Les marins britanniques commencent à appeler cette période le temps heureux. Mais c'est le surnom allemand. Pour les équipages de sous-marins, c'est du tir à la cible. Pour les Alliés, c'est un cauchemar. Mais les meutes de loups ne sont même pas le pire des problèmes de la Grande-Bretagne. Parce que tandis que Churchill et ses amiraux se concentrent sur la menace des sous-marins, un autre tueur se cache dans les eaux. Un qui ne chasse pas en meute n'a pas besoin d'équipage et frappe sans avertissement, dans des endroits où les navires devraient être complètement en sécurité. 21 novembre 1939. Le destroyer britannique HMS Gypsy navigue à travers le détroit de la Tamise juste au large de la côte anglaise. Ce ne sont pas des eaux ennemies, c'est pratiquement la cour avant de la Grande-Bretagne, un canal que la Royal Navy a balayé à la recherche de mines des dizaines de fois. Puis, sans avertissement, une énorme explosion déchire la coque du navire. Gypsy coule en quelques minutes. Aucune trace de torpille, aucun périscope en vue, aucun avertissement. 3 jours plus tard, cela se reproduit. Le navire marchand SS Terraoni-Maru explose dans la même zone, puis un autre et un autre. Des navires explosent dans les ports, les embouchures des rivières et les eaux côtières, qui devraient être complètement sûres. Les explosions sont catastrophiques, des sections entières arrachées, des navires cassés en deux, des équipages tués instantanément. Au début décembre 1939, plus d'une douzaine de navires ont été perdus dans les eaux territoriales britanniques et personne n'a la moindre idée de ce qui cause cela. L'amirauté est déconcertée. Ce ne sont pas des attaques à la torpille.
Il n'y a aucune preuve d'activité de sous-marins dans ces zones peu profondes et fortement patrouillées. Ce ne sont pas non plus des mines de contact traditionnelles. Les dragueurs de mines britanniques ont peigné ces routes à plusieurs reprises et n'ont rien trouvé. Les navires naviguent simplement, vaquant à leurs occupations, et puis soudainement cessent d'exister dans une fontaine d'eau et de métal tordu. La panique commence à s'infiltrer dans la navigation britannique. Les capitaines qui ont affronté les sous-marins dans l'Atlantique sans sourciller ont maintenant peur d'entrer dans leur propre port. Parce qu'au moins, avec un sous-marin, vous savez à quoi vous vous battez. Vous pouvez zigzaguer, vous pouvez déployer des escortes, vous pouvez lancer des grenades sous-marines. Mais ceci, c'est comme combattre un fantôme. Les équipages commencent à appeler le détroit de la Tamise le piège mortel. Certains capitaines marchands refusent catégoriquement de naviguer dans certains canaux, même sous des ordres directs. Les pertes continuent de s'accumuler en décembre et en janvier 1940. Le cuirassé HMS Nelson, 45 000 tonnes de puissance navale britannique, heurte quelque chose au large de l'Écosse et rentre à peine au port avec son étrave presque soufflée. Si les navires capitaux ne sont pas en sécurité, rien ne l'est. Les ports de la Grande-Bretagne deviennent des cimetières, et la Royal Navy ne sait même pas ce qui tue les navires. Puis vient la percée. 23 novembre 1939, juste 2 jours après que HMS Gypsy est coulé, un avion allemand est repéré en train de larguer quelque chose par parachute dans les Vasières, près de Shoeburyness, à marée basse. Quand la marée se retire, les experts en déminage britanniques s'approchent prudemment. Ce qu'ils trouvent change tout. C'est une mine, mais contrairement à tout ce que la Royal Navy a jamais vu. Pas de corne de contact, pas de mécanisme de détonation visible. Elle est là dans la boue, ayant l'air presque inoffensive. Le lieutenant-commandant John Uvie et son équipe passent des heures à l'examiner attentivement, sachant qu'un faux mouvement pourrait les vaporiser, ainsi que la réponse au mystère de la Grande-Bretagne. Ils travaillent avec de l'eau glacée qui leur lèche les pieds alors que la marée remonte, se battant contre le temps. Ce qu'ils découvrent à l'intérieur envoie des ondes de choc à travers l'amirauté. Cette mine n'attend pas qu'un navire la heurte. Elle n'a besoin d'aucun contact physique. À l'intérieur du boîtier se trouve quelque chose de bien plus sinistre. Un capteur magnétique qui détecte la coque métallique des navires qui passent. Quand un navire navigue au-dessus, la mine sent le champ magnétique de tout cet acier et ce fer, puis se déclenche. Les Allemands ont transformé la physique en arme. Soudainement, tout prend un sens horrible. Les attaques en eau peu profonde, les explosions dans les ports, les dragueurs de mines naviguant directement sur les armes sans les déclencher. La Grande-Bretagne ne combat plus seulement les sous-marins. Elle combat un ennemi invisible qui transforme la coque métallique de chaque navire en condamnation à mort. La mine magnétique capturée atterrit sur le bureau d'un homme qui n'a rien à faire dans la Royal Navy. Charles Goudev est un professeur de chimie canadien qui est venu en Grande-Bretagne en tant que boursier académique avant la guerre. Ce n'est pas un militaire. Ce n'est pas un architecte naval. C'est un scientifique qui a été emporté dans la mobilisation désespérée de la Grande-Bretagne pour utiliser tous les cerveaux disponibles contre la menace nazie. À la fin de 1939, l'amirauté crée quelque chose appelé le département du développement des armes diverses. Essentiellement, un dépotoir pour les idées non conventionnelles et les personnes bizarres qui les proposent. Goudev s'y intègre parfaitement. Quand le problème de la mine magnétique atteint son bureau au début de 1940, la plupart des officiers de marine pensent en termes traditionnels. Construire de meilleurs dragueurs de mines, développer un blindage de coque plus solide, cartographier les champs de mines plus soigneusement. Ce sont des approches sensées et logiques de la part de marins expérimentés. Goudev regarde le problème complètement différemment. Il comprend quelque chose que les amiraux ne comprennent pas. Ce n'est pas un problème naval, c'est un problème de physique. La mine ne se soucie pas de l'épaisseur du blindage ou de la conception du navire. Elle répond au champ magnétique. Chaque navire est essentiellement un énorme aimant flottant dans l'eau. Les coques en acier deviennent magnétisées pendant la construction. Le martelage, la soudure, la mise en forme du métal aligne tous les molécules de fer dans le champ magnétique terrestre. Même après le lancement d'un navire, il porte cette signature magnétique. Et c'est cette signature qui tue les équipages. La solution de Goudev semble absolument folle quand il la propose pour la première fois. Il veut enrouler des navires entiers dans des câbles électriques et faire passer du courant à travers. Des milliers de pieds de fil enroulés autour des coques, alimentés par des générateurs embarqués, créant un champ électromagnétique qui annulerait le magnétisme naturel du navire. Il veut rendre les navires magnétiquement invisibles. La réaction initiale de l'amirauté est à peu près ce à quoi on s'attendrait.
Des officiers navals supérieurs qui ont passé 30 ans en mer se font dire par un professeur d'université qu'ils doivent transformer leur navire de guerre en électro-aimant flottant. Certains pensent qu'il plaisante. D'autres pensent qu'il a gaspillé leur temps. Un amiral aurait demandé si Good avait bu, mais Good Eve a les mathématiques pour le soutenir. Il explique que chaque champ magnétique a une polarité, nord et sud. La coque du navire crée un champ, et si vous générez un champ égal et opposé autour de lui, les deux s'annulent mutuellement. C'est le même principe que les casques anti-bruit, sauf qu'au lieu d'ondes sonores, vous annulez les champs magnétiques. Pour les capteurs de l'esprit, le navire n'existerait simplement pas. Il naviguerait directement sur l'arme, et le déclencheur magnétique ne s'activerait jamais. Il y a juste un petit problème. Personne n'a jamais essayé cela sur quelque chose de plus grand qu'une barque. Good Eve propose de dégosser. C'est le terme technique nommé d'après l'unité de force du champ magnétique. Chaque navire de la flotte britannique, cuirassé, destroyer, navire de charge, pétrolier, chalutier, des milliers et des milliers de navires, chacun nécessitant des calculs personnalisés, un placement précis des câbles et un étalonnage minutieux. La logistique est vertigineuse et la Grande-Bretagne n'a pas le temps. Les navires explosent quotidiennement. Les mines magnétiques se propagent dans tous les principaux couloirs de navigation autour des îles britanniques. Les sous-marins coulent déjà des navires marchands en eau libre. Maintenant, les navires ne peuvent même pas atteindre les ports en toute sécurité. Si la Royal Navy passe des mois à tester et débattre l'idée de Good Eve, il se peut qu'il ne reste plus de flotte à sauver. Donc, malgré le scepticisme, malgré l'ampleur astronomique de la tâche, malgré le fait que cela semble sortir d'un roman de science-fiction, l'Amirauté donne à Good Eve la permission d'essayer. Ils n'ont pas de meilleures options. Parfois à la guerre, vous devez tout miser sur l'idée folle. Voici ce qui rend la mine magnétique si diaboliquement ingénieuse. La Terre elle-même est un aimant géant avec des lignes de champ magnétiques allant du pôle nord au pôle sud. Quand vous construisez un navire, en enfonçant des plaques d'acier, en soudant des joints, en pliant le métal en forme, vous faites toute cette construction dans le champ magnétique terrestre. Les molécules de fer dans l'acier s'alignent progressivement avec ce champ comme de minuscules aiguilles de boussole pointant toutes dans la même direction. Le navire devient magnétisé de façon permanente, portant ce que les scientifiques appellent une signature magnétique. Cette signature est la plus forte aux extrémités du navire, la proue et la poupe, où la coque se courbe le plus dramatiquement. Un navire de charge typique de 10 000 tonnes crée un champ magnétique assez puissant pour être détecté à 30 pieds de distance. Les cuirassés avec leur massive armure d'acier, encore plus puissant. Le champ ne s'éteint pas quand l'équipage rentre à la maison. Il ne disparaît pas dans le brouillard ou l'obscurité. Il est toujours là, rayonnant de la coque comme un phare qui dit « Détonner ici pour toute mine magnétique à portée ». Les ingénieurs allemands ont parfaitement compris cela quand ils ont conçu leur arme. La mine repose sur le fond marin, patiente et silencieuse. À l'intérieur de son boîtier étanche, un magnétomètre, essentiellement une boussole sensible, surveille le champ magnétique ambiant. Quand un navire passe au-dessus, le magnétomètre détecte le changement soudain de la force du champ. Une fois que ce changement dépasse un seuil prédéfini, un circuit électrique se ferme, le courant s'écoule vers le détonateur et 650 livres d'explosifs puissants transforment le fond marin en zone de mort. La beauté de la conception du point de vue allemand est qu'elle est pratiquement indétectable. Les mines traditionnelles flottent à la surface, ou flottent juste en dessous, attachées à des ancres par des câbles. Les dragueurs de mines peuvent couper ces câbles ou détonner les mines avec des tirs de canon. Mais les mines magnétiques reposent directement sur le fond en eau peu profonde. Les dragueurs de mines naviguant au-dessus les déclenchent simplement comme n'importe quel autre navire. La Grande-Bretagne a perdu plusieurs dragueurs de mines de cette façon avant de comprendre ce qui se passait. La solution de dégossage de Good Eve attaque le problème à sa source. Si vous ne pouvez pas cacher le métal du navire, vous annulez son champ magnétique. La technique nécessite d'enrouler le navire dans une longue boucle de câbles. Parfois une seule boucle autour de toute la coque. Parfois plusieurs boucles à différentes hauteurs. Quand le courant électrique circule dans ce câble, il génère son propre champ magnétique. Selon les principes découverts par le physicien Hans Christian Ørsted en 1820, l'astuce est d'obtenir la bonne polarité. Si la coque du navire a un pôle magnétique nord à la proue, vous faites circuler le courant dans le câble de dégossage, dans une direction qui crée un pôle sud au même endroit. Les deux champs interagissent et se neutralisent mutuellement.
Faites cela correctement autour de toute la coque et la signature magnétique du navire passe de 30 pieds à seulement quelques pouces, trop faible pour déclencher les capteurs de la mine. Mais c'est là que cela devient compliqué. Chaque navire est différent. Un destroyer construit à Glasgow a une signature magnétique différente d'un cargo construit à Newcastle. L'intensité varie en fonction de la composition de l'acier, des méthodes de construction, de la date de construction du navire, même de la direction vers laquelle il était orienté dans le chantier naval. Vous ne pouvez pas simplement enrouler un câble standard autour de chaque navire et considérer que c'est fait. Chaque navire a besoin d'une mesure individuelle, de calculs personnalisés et d'un étalonnage précis. Good réalise qu'il ne résout pas seulement un problème de physique. Il essaie de réinventer les procédures de construction navale pour toute la flotte marchande et navale britannique. Et il doit le faire en semaines, pas en années. Le premier test a lieu en janvier 1940 à HMS Vernon, l'école de torpilles et de mines de la Royal Navy à Portsmouth. Good et son équipe sélectionnent un petit dragueur de mine, HMS Sharpshooter, comme cobaye. Ils passent 3 jours à mesurer le champ magnétique du navire sous tous les angles à l'aide de magnétomètres sensibles empruntés au département de physique des universités. Ensuite, ils enroulent 2000 pieds de câbles électriques lourds autour de la coque, selon un motif soigneusement calculé, le connectent à un générateur et appuient sur le bouton. Les résultats sont stupéfiants. La signature magnétique du navire chute de plus de 90%. Quand il navigue HMS Sharpshooter sur des capteurs magnétiques de test, les instruments détectent à peine quelque chose. C'est comme si le navire avait disparu du spectre magnétique. L'idée folle de Good Eve fonctionne réellement, mais le succès crée son propre cauchemar. Un navire de test est une preuve de concept. La Grande-Bretagne exploite plus de 9000 navires marchands, plus des centaines de navires de guerre de la Royal Navy, destroyers, croiseurs, cuirassés et d'innombrables navires auxiliaires. Chacun d'eux a besoin d'être dégossé s'il veut survivre au passage dans les eaux britanniques. Et les navires continuent d'arriver quotidiennement. Des cargos américains, des escortes canadiennes, des chalutiers réquisitionnés, des navires de charge construits en urgence. La file d'attente ne cesse de s'allonger. Good fait les calculs et c'est terrifiant. Chaque navire nécessite environ 2000 pieds de câbles de cuivre épais. C'est plus de 18 millions de pieds de câbles pour la flotte marchande seule. Assez pour enrouler autour de l'équateur terrestre. Les réserves de cuivre de la Grande-Bretagne sont déjà tendues pour soutenir l'infrastructure électrique, la production de munitions et la fabrication d'aéronefs. Maintenant, Good Eve a besoin d'une chaîne d'approvisionnement entièrement supplémentaire juste pour le câble de dégossage. Ensuite, il y a le problème de l'installation. Vous ne pouvez pas simplement embaucher n'importe quel électricien dans la rue pour ce travail. Le placement du câble doit être précis. Un mauvais positionnement et le champ de dégossage n'annulera pas correctement le magnétisme de la coque. Trop de courant et vous risquez de déclencher des incendies ou d'endommager les systèmes électriques. Trop peu et le navire reste vulnérable. Chaque installation nécessite du personnel formé qui comprend à la fois l'ingénierie électrique et l'architecture navale. La Grande-Bretagne n'a pas ces personnes. Le pays se bat sur plusieurs fronts. Chaque ingénieur qualifié travaille déjà 16 heures par jour sur le radar, les moteurs d'aéronefs, les systèmes de canons ou le dégossage. Good a besoin de créer une équipe entière de dégossage, de les former en semaines et de les déployer dans les chantiers navals à travers la Grande-Bretagne et finalement dans les ports alliés du monde entier. L'Amirauté établit des stations de dégossage dans les principaux ports: Portsmouth, Liverpool, Glasgow, Belfast, Cardiff. Chaque station reçoit de l'équipement magnétomètre, des fournitures de câbles et des équipes techniques formées à la hâte. Les navires arrivant au port sont immédiatement mesurés. Des calculs sont effectués, le câble est enroulé autour des coques et les générateurs sont installés. L'ensemble du processus prend environ 48 heures par navire si tout se passe parfaitement. Cela ne se passe jamais parfaitement. Les navires arrivent endommagés par les attaques, nécessitant des réparations avant que le dégossage puisse même commencer. Les expéditions de câbles sont retardées. Les générateurs dysfonctionnent. Les travailleurs font des erreurs de mesure et doivent recommencer. Et à travers tout cela, les sous-marins chassent toujours à l'extérieur des ports, attendant que les navires dégossés émergent et rejoignent les convois se dirigeant vers l'Atlantique. Good réalise qu'il a besoin d'une solution plus rapide pour l'énorme arriéré de navires. Son équipe développe un système simplifié appelé démagnétisation. Les navires naviguent lentement devant une installation côtière, où des électroaimants massifs neutralisent temporairement leur champ magnétique. Ce n'est pas permanent comme la démagnétisation appropriée,
mais cela dure plusieurs semaines. Les stations de démagnétisation sont installées aux entrées des ports, traitant plusieurs navires par jour au lieu d'un tous les 2 jours. En mars 1940, la Grande-Bretagne démagnétise les navires plus vite que l'Allemagne ne peut poser de mines magnétiques. Mais c'est une course désespérée contre le temps. La vitesse devient tout. L'opération de Good Eve se transforme d'un petit programme expérimental en le plus grand projet d'ingénierie d'urgence de l'histoire britannique. En avril 1940, les stations de démagnétisation fonctionnent 24 heures sur 24. 3 équipes, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les étincelles volent des torches de soudage à minuit. Les électriciens épuisés mesurent les champs magnétiques à l'aube. Les équipes de câbles travaillent pendant les raids aériens, ignorant les sirènes. Parce que chaque heure qu'un navire attend la démagnétisation est une heure où il ne peut pas transporter les fournitures désespérément nécessaires. L'Amiraltaille retire les travailleurs de partout où il peut les trouver. Les électriciens retraités sont rappelés au service. Les étudiants en physique de l'université sont enrôlés directement des salles de cours. Les femmes rejoignent les équipes de démagnétisation en nombre sans précédent, opérant des magnétomètres et calculant les motifs de câbles. Un travail qui nécessite de la précision et des compétences mathématiques, pas de la force physique. En été 1940, plus de 3000 personnes travaillent dans les opérations de démagnétisation à travers la Grande-Bretagne. La logistique est vertigineuse. Le câble arrive par la tonne au port, enroulé sur des bobines massives. Les travailleurs développent des techniques spécialisées pour manipuler le fil de cuivre lourd. Il est épais comme le pouce d'un homme et pèse plusieurs livres par pied. Le faire passer autour de la coque d'un navire signifie descendre les équipes sur des échafaudages le long des côtés du navire. Fixer le câble avec des supports tous les quelques pieds, en s'assurant que les connexions sont étanches et ne se corroderont pas dans l'eau de mer. Sur un grand cargo, l'installation prend une journée complète de travail physique épuisant. Puis il y a les tests. Après l'installation, chaque navire doit être mesuré à nouveau pour vérifier la démagnétisation. Les navires naviguent lentement dans les zones de test désignées, tandis que les magnétomètres basés à terre enregistrent leur signature. Si les lectures sont encore trop élevées, les équipes reviennent et ajustent le courant, repositionnent les câbles, dépannent le système. Certains navires nécessitent 3 ou 4 tentatives avant d'être correctement neutralisés. Le programme s'étend au-delà des côtes britanniques. Le Canada établit des stations de démagnétisation à Halifax et Montréal. Les ports américains, techniquement neutres jusqu'en décembre 1941, mettent discrètement en place des installations de démagnétisation pour les navires qui rejoindront les convois britanniques. Gibraltar, Alexandrie, Le Cap, Bombay, partout où la navigation alliée se concentre, l'équipement de démagnétisation suit. L'équipe de Good Eve rédige des manuels de formation. Les navires expédient l'équipement à l'étranger et forment les équipes étrangères aux techniques. Mais les navires continuent de couler. Juin 1940 apporte une catastrophe sur plusieurs fronts. La France tombe face à l'Allemagne, donnant aux sous-marins l'accès aux ports de l'Atlantique comme Brest et Lorient, réduisant de 450 000 leur rayon de chasse. Soudainement, les sous-marins allemands peuvent rester en patrouille beaucoup plus longtemps, frappant les convois plus loin des côtes britanniques. Et bien que des milliers de navires aient maintenant une protection de démagnétisation contre les mines magnétiques, ils restent vulnérables aux torpilles en eau libre. L'Amirauté fait face à des décisions de triage brutales. Prioriser les navires de guerre pour la démagnétisation ou les navires marchands, les nouveaux navires tout juste lancés ou les navires plus anciens avec des années de service. Les navires rapides qui pourraient potentiellement devancer les sous-marins ou les lents transporteurs de fret transportant le plus de tonnage. Chaque choix signifie que certains navires attendront plus longtemps, resteront vulnérables plus longtemps, feront face à un risque plus élevé. Les équipes de Good Eve travaillent pendant le Blitz. Les docks de Londres brûlent des raids de bombardement allemands, mais la démagnétisation continue. Liverpool subit des coups dévastateurs en mai 1941. Plus de 2000 civils tués, les infrastructures portuaires endommagées, mais la station de démagnétisation continue de fonctionner. Glasgow, Belfast, Cardiff subissent tous des raids aériens, tandis que les équipes de câbles continuent d'enrouler les navires. À la fin de 1940, la Grande-Bretagne a démagnétisé plus de 4000 navires. À la mi-1941, ce nombre dépasse 10 000. C'est une réussite d'ingénierie qui rivalise avec la construction des navires eux-mêmes. Sauf que c'est fait dans des conditions de guerre avec des ressources limitées, une action ennemie constante,
et la connaissance que chaque retard coûte des vies en mer. Les chiffres racontent l'histoire mieux que les mots ne pourraient jamais le faire. Dans les 3 premiers mois de 1940, avant que la démagnétisation ne devienne généralisée, les mines magnétiques coulent ou endommagent 115 navires britanniques dans les eaux territoriales. À la fin de 1940, après que des milliers de navires aient reçu une protection de démagnétisation, ce nombre tombe à moins de 21 navires pour la même période de 3 mois. En 1941, les pertes dues aux mines magnétiques deviennent presque négligeables, moins d'une douzaine de navires pour l'année entière. L'idée folle de Goodyear a essentiellement neutralisé l'arme miracle de l'Allemagne. Mais sauver les navires des mines magnétiques n'est que la moitié de la bataille. L'Atlantique lui-même reste un champ de mort. Les sous-marins ne se soucient pas qu'un navire soit démagnétisé ou non. Les torpilles détruisent les coques indépendamment des signatures magnétiques. Et 1941 devient l'année la plus brutale de toute la guerre des convois. Dönitz a plus de 100 sous-marins opérationnels à la fin de l'année. Et ces meutes de loups massacrent les convois avec une efficacité terrifiante. En novembre 1941 seul, les sous-marins coulent 62 navires, alliés totalisant plus de 300 000 tonnes. Pourtant, la démagnétisation donne aux convois quelque chose dont ils ont désespérément besoin, la prévisibilité. Avant, les capitaines marchands faisaient face à des menaces de plusieurs directions, simultanément en eau profonde. Les mines magnétiques en eau peu profonde, les attaques aériennes près des côtes. Les navires devaient affronter des épreuves du moment où ils quittaient les ports nord-américains, jusqu'à ce qu'ils s'amarrent en Grande-Bretagne, sans zone sûre, nulle part le long de la route. La démagnétisation élimine une variable. Les convois peuvent maintenant se concentrer entièrement sur la menace des sous-marins. Les commandants d'escorte n'ont pas à s'inquiéter que les navires explosent dans les approches du port. Les navires peuvent emprunter des routes d'évitement dans les eaux côtières peu profondes où les sous-marins ne peuvent pas suivre parce que les mines magnétiques ne posent plus une menace là. Les Britanniques peuvent concentrer les ressources défensives, les destroyers, les avions, les stations radars sur la guerre anti-sous-marine au lieu de les disperser sur plusieurs menaces. L'impact psychologique est énorme. Les équipages marchands qui ont regardé les navires exploser dans les ports supposément sûrs ont maintenant confiance que leurs navires démagnétisés peuvent réellement atteindre le port. Le moral s'améliore. Les marins cessent de refuser les affectations. Le battement régulier des explosions mystérieuses qui terrorisent la navigation britannique à la fin de 1939 et au début de 1940 s'arrête simplement. Les navires continuent de couler, beaucoup d'entre eux, mais au moins les équipages savent à quoi ils font face. En 1942, le programme de démagnétisation devient si routinier qu'il vaut à peine la peine d'être mentionné dans les rapports navals. Chaque navire est démagnétisé aussi automatiquement qu'il est peint. Les nouveaux navires sont construits avec des bobines de démagnétisation déjà installées dans la coque. Les navires Liberty sortant des chaînes de production américaines au rythme de 3 par jour. Tous incluent les systèmes de démagnétisation comme équipement standard. Ce qui semblait impossible en janvier 1940, protéger toute la flotte alliée, devient une procédure d'exploitation normale en 1942. Les Allemands tentent de s'adapter. Ils modifient les mines magnétiques avec des détonateurs plus sensibles, tentant de détecter même les navires démagnétisés. Ils ajoutent des capteurs acoustiques qui réagissent au bruit de l'hélice. Ils combinent les détonateurs magnétiques et de pression qui nécessitent à la fois une signature magnétique et une onde de pression de l'étrave du navire. Mais chaque adaptation nécessite une nouvelle production de mines, un nouveau déploiement, et les dragueurs de mines britanniques, maintenant qu'ils comprennent la menace, deviennent beaucoup plus efficaces pour éliminer les armes. La bataille de l'Atlantique continue jusqu'en mai 1945, et les sous-marins restent mortels jusqu'à la reddition de l'Allemagne. Mais la menace des mines magnétiques, qui a presque paralysé la navigation britannique en 1940, ne se rétablit jamais. La solution de Goodyear tient bon. Les navires continuent de traverser l'Atlantique, gardant la Grande-Bretagne nourrie, ravitaillée et dans le combat. Non pas parce qu'ils sont invincibles, mais parce qu'une arme de moins peut les tuer. Charles Good ne devient jamais un nom connu du grand public. Aucun monument n'est construit pour l'honorer. Aucun film hollywoodien ne dramatise sa réussite. Tandis que les décrypteurs de Bletchley Park et les scientifiques du radar de Bodsey Manor reçoivent une reconnaissance d'après-guerre, l'homme qui a sauvé des milliers de navires et des dizaines de milliers de vies reste largement inconnu en dehors des cercles d'ingénierie navale. C'est souvent ainsi que fonctionne la guerre. Les innovations les plus cruciales se produisent tranquillement,
résolus par des gens dont personne n'a entendu parler, tandis que les gros titres se concentrent sur les batailles et les généraux. Mais l'impact de son travail s'étend bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. La démagnétisation devient une doctrine navale permanente pour chaque marine majeure dans le monde. Les navires de guerre modernes utilisent toujours des systèmes de démagnétisation, bien qu'ils aient évolué en installations sophistiquées, contrôlées par ordinateur, qui s'ajustent continuellement aux conditions magnétiques changeantes. Les sous-marins, qui doivent éviter la détection par les détecteurs d'anomalies magnétiques, utilisent une technologie de démagnétisation encore plus avancée. Les mêmes principes protègent les câbles sous-marins, les instruments scientifiques et l'électronique sensible contre les interférences magnétiques. L'héritage plus large de Good réside dans la façon dont il a abordé le problème. Il ne pensait pas comme un officier de marine lié par la tradition et les tactiques conventionnelles. Il pensait comme un scientifique qui comprenait que la guerre moderne signifiait de plus en plus combattre la physique elle-même. Le radar transformait le combat aérien en un jeu d'échecs électromagnétiques. Le sonar faisait de la guerre sous-marine une bataille d'ondes sonores et les esprits magnétiques avaient militarisé le propre champ magnétique de la Terre. La victoire irait à celui qui comprendrait et exploiterait le mieux les principes scientifiques. La Royal Navy a reconnu ce changement. Le département du développement des armes diverses, où Good travaillait, s'est transformé en une institution permanente. La Grande-Bretagne a établi des liens plus étroits entre les universités et la recherche militaire. Les scientifiques ont cessé d'être traités comme des excentriques marginaux et sont devenus intégraux à la planification de la défense. Good lui-même s'est élevé pour devenir directeur de l'équipement terrestre naval, puis contrôleur de la recherche et du développement pour le ministère de l'Approvisionnement. Après la guerre, il a reçu un titre de chevalier et a continué à travailler sur des problèmes scientifiques jusqu'à sa mort en 1980. Mais peut-être la leçon la plus importante de cette histoire concerne la flexibilité institutionnelle sous pression. La Royal Navy, en 1940, était l'une des organisations les plus attachées à la tradition de l'histoire. Des centaines d'années de coutumes, de protocoles et de procédures établies. Pourtant, face à une menace existentielle, quand les navires explosaient et que les solutions conventionnelles ne fonctionnaient pas, l'amiral a donné à un professeur d'université avec une idée audacieuse l'autorité de recabler entièrement leur flotte. Ce genre de courage institutionnel est rare. Pensez à ce que la Grande-Bretagne a réalisé en moins de 2 ans. Ils ont pris un concept théorique, prouvé qu'il fonctionnait, l'ont étendu à des milliers de navires, ont formé des milliers de travailleurs, ont établi une infrastructure mondiale et ont essentiellement résolu un problème qui menaçait de réduire la nation à la famine et à la reddition. Tout en combattant une guerre sur plusieurs fronts, en endurant les raids de bombardement, en faisant face à une possible invasion et en opérant dans des conditions de désespoir absolu. Les convois ont continué à naviguer, la Grande-Bretagne a survécu. Et bien que la démagnétisation n'ait été qu'un facteur parmi tant d'autres, les tactiques de convoi, les porte-avions d'escorte, les avions de patrouille à long rayon d'action, le décodage et le pur courage ont tous joué des rôles cruciaux. Elle a éliminé une menace mortelle au moment précis où la Grande-Bretagne ne pouvait pas se permettre d'autres pertes. Parfois à la guerre, l'idée la plus folle s'avère être la bonne. Parfois, envelopper les navires dans des kilomètres de câbles électriques et les transformer en électro-aimants est exactement ce qui sauve une nation. Et parfois, le héros n'est pas l'amiral sur le pont ou le pilote dans le cockpit. C'est un professeur de chimie canadien qui comprenait le magnétisme mieux que quiconque ne l'aurait pensé possible.